actualité concernant l'œil et diabète en 2016. La rétinopathie diabétique est une des principales causes de cécité dans la population active dans le monde entier. On note une amélioration des modalités de la prise en charge de la rétinopathie diabétique au cours des dernières années. Les nouvelles perspectives s'ouvrent pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique, principale cause de la malvoyance des patients diabétiques. Le diabète rend-il encore aveugle aujourd'hui? Selon les données de l'OMS 2013, 285 millions de personnes atteintes de déficience visuelle, 39 millions d'aveugles et 246 millions de malvoyants. La rétinopathie diabétique représente la 4e cause de déficience visuelle après la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les opacités cornéennes. Au Maroc, la prévalence de la rétinopathie diabétique est de 39,7% des diabétiques, dont 75,3% développent la rétinopathie diabétique après 15 ans de diabète. La prévalence de la maculopathie diabétique est de 10,2%. L'hyperglycémie chronique va entraîner un épaississement de la membrane basale des capillaires rétiniens, une perte des péricytes, une raréfaction endothéliale et sous l'influence du facteur de croissance vasculaire endothéliale, certains cytokines et facteurs inflammatoires. On aura d'abord une rupture de la barrière hémato-rétinienne interne qui va entraîner une hyperperméabilité capillaire et c'est là où se produit l'œdème maculaire. Il se produit également une occlusion capillaire qui est à l'origine de l'ischémie rétinienne et de la prolifération de néovaisseaux, ce qui peut se compliquer par la suite d'hémorragie du vitré, de décollement de rétine ou de glaucome néovasculaire. De récents travaux suggèrent que l'altération du complexe neurovasculaire constitué de neurones, de cellules de Muller, de péricytes, d'astrocytes et de cellules endothéliales interviendrait précocement dans la pathogénie de l'œdème maculaire. La rétinopathie diabétique a été longtemps considérée comme une pathologie primitivement microvasculaire. Il est maintenant admis qu'il existe une atteinte neuronale, une apoptose des cellules ganglionnaires et une activation précoce des cellules gliales de la rétine, notamment des cellules de Muller, qui affectent le bon fonctionnement de la barrière hémato-rétinienne interne. Au cours de la rétinopathie diabétique, la chronologie des événements n'est néanmoins pas claire. Le dépistage de la rétinopathie diabétique passe d'abord par la sensibilisation de la population diabétique qui sont orientés vers des centres de santé. Ils réalisent des rétinographies et ces rétinographies de fond d'œil sont adressées ensuite et interprétées par des ophtalmologistes agréés. Lorsque le diagnostic de la rétinopathie diabétique a été posé, les patients reçoivent des soins et des suivis par des ophtalmologistes, sinon le contrôle annuel reste de mise. Les nouvelles classifications de la rétinopathie diabétique de l'American Academy d'Ophtalmologie et de l'ALDIEM rejoignent la classification de l'ETDRS, qui est encore la plus utilisée. Donc il y a différents stades. Pas de rétinopathie diabétique où le fond d'œil il est tout à fait normal. La rétinopathie diabétique non proliférante où il y a des microanévrismes, des hémorragies ponctuées superficielles. Il y a la rétinopathie diabétique non proliférante modérée où on voit des hémorragies enflammées et quelques anomalies microvasculaires. La rétinopathie diabétique non proliférante sévère où il y a des anomalies veineuses en chapelet et des anomalies microvasculaires intrarétiniennes. Et on appelle ce stade la rétinopathie diabétique pré-proliférante. Puis il y a la rétinopathie diabétique proliférante proprement dite, où il y a la prolifération de néovaisseaux pré-rétiniens et pré-papillaires. Cette rétinopathie peut être associée à la maculopathie diabétique, qui peut être œdémateuse. On a un œdème maculaire focal, comme on peut avoir un œdème maculaire diffus, qui peut être cystoïde ou pas. Puis il y a la maculopathie ischémique, où il y a des occlusions des capillaires maculaires. La place de l'angiographie rétinienne en 2016, elle n'est pas systématique. Elle est réalisée juste en cas de doute sur un néovaisseau débutant ou lors du bilan initial d'une maculopathie pour évaluer le degré d'occlusion des capillaires maculaires et
visualiser la source des diffusions à l'origine de l'œdème maculaire. La tomographie en cohérence optique donne des coupes histologiques de la macula. L'OCT a un rôle central dans la prise en charge de l'œdème maculaire diabétique. Elle en permet le diagnostic et le suivi. Elle permet la détection, la localisation et évaluation quantitative de l'œdème maculaire diabétique, l'analyse des structures intrarétiniennes et la jonction vitréomaculaire qui pourrait mettre en évidence les éléments tractionnels qui pourraient relever d'une chirurgie. L'enjeu OCT est la révolution de l'année 2016. Elle permet de déterminer le nouveau facteur morphologique de pronostic. Elle donne des informations sur l'architecture capillaire, notamment les zones de non-perfusion, et la visualisation des fluides intra- et sous-rétiniens et sans injection intraveineuse de fluorescéine. Comme on voit sur cette image, cet enjeu OCT permet de visualiser la vascularisation de chaque couche rétinienne et on voit bien les 3 bouquets néovasculaires qui sont en pré-rétinien. Les autres examens paracliniques comme le champ visuel, la vision des couleurs, la sensibilité au contraste et les examens électrophysiologiques gardent encore leur importance car ils permettent de mettre parfois en évidence des altérations qui s'observent très tôt lors de la rétinopathie diabétique. Le traitement médical repose sur un bon contrôle glycémique, tensionnel, les mesures hygiéno-diététiques et le traitement de dyslipidémie que je ne vous apprends pas. La photocoagulation panrétinienne en 2016 est réalisée par le laser Pascal, qui est un laser multispot qui a une puissance supérieure à celle des lasers conventionnels sans effet délétère. Il permet la réduction de l'effet thermique et donc de la douleur lors de la réalisation de la PPR. La réalisation de cette PPR se fait en un nombre très réduit en session puisque c'est un multispot et il est aussi efficace que les lasers conventionnels. Le traitement de l'œdème maculaire diabétique a un arsenal thérapeutique qui est varié actuellement. Il y a d'abord le traitement médical, la chirurgie, le laser, les injections intravitréennes de anticorps anti-facteurs de croissance vasculaire endothéliale et aussi les injections intravitréennes d'implants de corticoïdes. Les indications du laser focal, en fait, le laser focal il garde sa place dans l'œdème maculaire focal, n'atteignant pas la région centrale. Dans l'œdème maculaire focal atteignant la région centrale, il est utilisé en association avec les anti-VEGF. Le laser en deuxième intention sur les zones d'œdème persistant. On voit sur cette image l'amélioration de l'acuité visuelle qui est plus importante et plus rapide par rapport au laser focal tout seul. Les injections intravitréennes d'anti-VEGF permettent une nette amélioration de l'acuité visuelle et qui se maintient dans le temps, avec une nette réduction de l'épaisseur maculaire rétinienne centrale. Les injections intravitréennes d'implants de corticoïdes, ce sont des petits implants qu'on injecte par la pars plana et qu'on peut visualiser au niveau du vitré. Ils ont une taille qui est plus petite que le grain de riz et le relargage des corticoïdes peut être d'un seul ou de 2 côtés. Ces injections ont un effet puissant et rapide, un effet durable, mais ils sont limités par leur effet secondaire qui est l'hypertonie oculaire. Ils permettent aussi d'améliorer l'acuité visuelle et bien sûr de diminuer l'épaisseur maculaire centrale rétinienne. La chirurgie elle est indiquée en cas d'œdème tractionnel, des syndromes de traction vitréomaculaire et lors de la survenue de membranes épirétiniennes. Aucune des études randomisées n'a pu démontrer un effet bénéfique de la vitrectomie en l'absence de traction, quelle que soit la technique chirurgicale utilisée avec ou sans pelage de la membrane limitante interne. Comment choisir le traitement de l'œdème maculaire? D'abord, le contrôle des facteurs de risque systémiques. Et après, en fonction de la baisse de l'acuité visuelle, si elle est significative avec ou sans atteinte centrale, on utilise le laser focal. Si la baisse de l'acuité visuelle est significative avec un œdème maculaire atteignant la région centrale, il
faut préconiser les injections intravitréennes d'anti-VEGF et de corticoïdes selon les indications pour les patients. Et la vitrectomie, elle est utilisée juste en cas de traction. La surveillance rapprochée est préconisée chez les patients en puberté et adolescence, lors de la grossesse, la normalisation rapide de la glycémie, la chirurgie de la cataracte et la décompensation tensionnelle ou rénale. Les autres manifestations extra-rétiniennes du diabète, j'en passe rapidement car il pourrait être sujet de chapitre à part entier. Il y a les infections palpébrales, les atteintes cornéennes, sensibilité cornéenne réduite, kératite et les ulcères qui sont plus fréquents, la cicatrisation lente des lésions, le glaucome néovasculaire à angle ouvert, à angle fermé, les paralysies oculomotrices, la cataracte. La chirurgie de cataracte lors du diabète a bénéficié également des avancées de la chirurgie de cataracte premium, l'atteinte du nerf optique, notamment les neuropathies optiques inflammatoires ischémiques antérieures, les neuropathies optiques ischémiques antérieures aiguës et les neuropathies optiques rétrobulbaires. Le diabète rend-il encore aveugle en 2006 et la suit. Une meilleure compréhension des phénomènes physiopathologiques permettra de mieux dépister les patients et d'instaurer une thérapeutique qui est ciblée. Et bien sûr, il faut une collaboration multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge des patients. Je vous remercie pour votre attention.